Très vive réaction syndicale et des partis de gauche à propos d'un amendement voté à l'Assemblée nationale qui alourdit les retenues sur salaire des fonctionnaires en grève. Explications et débats dans cette édition avec le ministre de la fonction publique Hervé de Charette et l'un de ses prédécesseurs à ce poste, le communiste Anicet Le Pors. Troisième couronne pour Margaret Thatcher et les conservateurs britanniques qui obtiennent une majorité absolue très confortable après les élections générales d'hier. Demain, 7 h du matin, en direct sur Antenne 2, la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, Australie-France, en direct de Sydney. Aujourd'hui, vendredi 12 juin 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. La cour criminelle de Bangui, capitale de la Centrafrique, a condamné Jean Bedel Bokassa à la peine de mort. L'ex-empereur de Centrafrique a été jugé par 3 magistrats et 6 jurés. Il y avait 13 chefs d'accusation, dont de nombreux cas d'assassinat. Correspondance téléphonique de notre envoyé spécial à Bangui, Daniel Lecomte. Jean Bedel Bokassa est reconnu coupable. La cour le condamne à la peine de mort. Il est 15h50 cet après-midi dans le palais de justice de Bangui. Cela fait 2 heures que le président du tribunal égrène les nombreux attendus. Sur 14 chefs d'inculpation, 4 ont été retenus. Ils suffiront pour rendre ce verdict. En face du président qui l'a autorisé à s'asseoir, l'ex-empereur n'a pas bronché. Un peu plus tard, pressé de questions par les journalistes, il ne se départira pas de ce masque, refusant de répondre à toutes les questions, sauf pour dire qu'il ne regrettait pas d'être rentré en Centrafrique. Dehors, à l'énoncé du verdict, même absence d'émotion parmi les rares badauds qui déambulent dans les rues désertes du centre-ville. Pas de réaction suspecte, encore moins de mouvements de foule. Les Centrafricains ont choisi, semble-t-il, d'obéir à la rumeur qui conseillait de rester chez soi. Les joailliers Jacques et Pierre Chaumet sont toujours en garde à vue dans les locaux de la brigade financière de la préfecture de police de Paris. La justice recherche d'éventuelles irrégularités dans la gestion de leur société après le dépôt de bilan. Des perquisitions ont été faites à leur domicile. L'un de leurs créanciers, M. Alexandre Reza, joaillier grossiste, s'exprime pour la première fois sur Antenne 2 à Thierry Calmette. Il avait déposé chez les Chaumet l'équivalent en pierres précieuses de 15 millions de francs et en opération commerciale de 4,5 millions de francs. Voici son témoignage. J'ai appelé souvent, puis j'ai compris l'embarras de la maison. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, car on m'aurait reproché si je n'avais pas porté plainte. On m'aurait dit pourquoi. On se serait posé des questions, alors qu'il n'y en a pas. Ma fonction était claire, simple. Je suis grossiste, je donne en dépôt. À un certain moment, j'ai le droit d'en exiger le retour. J'ai eu un retour partiel, mais pas total. Comment, d'après vous, se fait-il que l'affaire Chaumet éclate alors qu'elle aurait dû rester entre gens du même monde, entre guillemets? C'est sans doute son ampleur. Puis une partie de mystère, de choses qu'on ne connaît pas, qui ont fait que, n'ayant plus d'abonnés au numéro demandé, il fallait bien faire quelque chose. Il ne me restait plus que ça à faire. Je comprends que la partie commerciale soit perdante, mais pas le dépôt. Un dépôt, c'est sacré. Voilà. En peu de mots. Les autorités judiciaires de Curaçao ont décidé d'expulser Jean-Dominique Frattoni vers Saint-Domingue. L'ex-PDG du Casino Roule de Nice est recherché par la France. Il devrait quitter Curaçao ce soir. Écoutez la correspondance téléphonique de notre envoyé spécial, Patrice Pelé. Monsieur le Président, relâchez-moi, je demande 7 jours de liberté pour régler mes problèmes fiscaux avec les autorités françaises. C'est ce qu'a demandé Jean-Dominique Frattoni cet après-midi devant le tribunal de Curaçao. Réponse du Président, nous ne voulons plus de vous ici, vous êtes un indésirable, nous vous renvoyons à Saint-Domingue. Alors Frattoni s'est levé et a déclaré, on me poursuit pour des raisons politiques. Frattoni sera-t-il expulsé vers Saint-Domingue? Rien de moins sûr. Les autorités de l'île n'en veulent plus et ordre a été donné aux compagnies aériennes de ne pas prendre à bord un certain Jean-Dominique Frattoni. De son côté, l'intérêt de l'ex-PDG du Roule est aussi de ne pas revenir à Saint-Domingue, car s'il y parvenait, les autorités dominicaines pourraient le remettre à la France. Aujourd'hui, seul le Paraguay se déclare prêt à recevoir Frattoni. Lorsque je l'ai rencontré il y a 48 heures à Curaçao, Frattoni avait sur son lit une grande carte du monde. Il m'a montré plusieurs pays où il pourrait encore aller,
Mais il m'a montré surtout la France et m'a dit, c'est là que je reviendrai bientôt, j'apporterai avec moi les preuves de mon innocence. À l'Assemblée nationale vient d'intervenir le vote par 521 voix contre 4 de l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées, notamment la bière, sur toutes les chaînes de télévision. Les députés ont par ailleurs imposé un code de bonne conduite aux annonceurs quand cette publicité reste autorisée, c'est-à-dire pour la radio, le cinéma et la presse écrite. C'est ce que je viens d'apprendre. 521 voix contre 4 pour cette interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées. Mais à l'Assemblée nationale cet après-midi, après plus de 6 heures de bataille parlementaire, ce sont 322 députés, RPR, UDF et Front National, contre 250, socialistes et communistes, qui ont adopté en première lecture un amendement prévoyant que tout arrêt de travail inférieur à une journée dans la fonction publique entraînerait le retrait d'un jour complet de salaire, quelle que soit la durée de cet arrêt de travail. Compte rendu à l'Assemblée nationale de Pascal Guimier. Vous avez tort, Monsieur Duconnet, vous avez tort, puisque je propose de revenir à la tradition française. Non. Les règles de la fonction publique et de la comptabilité publique sont dépassées. On s'échauffe les cordes vocales dans les couloirs avant de donner de la voix dans l'hémicycle. Rappels au règlement, suspension de séance, tout est bon pour gagner du temps. L'opposition dénonce d'une seule voix ce qu'elle appelle une atteinte au droit de grève des fonctionnaires, ce qu'elle appelle un coup bas contre le Parlement et le monde du travail réuni. La majorité, elle, campe sur ses positions. Le droit de grève est constitutionnel, c'est vrai, mais aux fonctionnaires de prendre leurs responsabilités pécuniaires s'il y a entrave au service public. Une position très ferme, mais qui n'a pas été arrêtée sans état d'âme à l'UDF comme au RPR. En effet, l'amendement déposé presque en catimini la nuit dernière a surpris tout le monde, jusqu'au ministre des Affaires sociales en personne. La nuit ayant peut-être porté conseil, Pierre Messmer ayant surtout réuni son groupe au grand complet pour resserrer les boulons, la majorité a pu apparaître unie dans l'hémicycle, unie pour adopter le texte controversé par 322 voix contre 250. Oui, à l'origine de cet amendement, il y avait la grève des contrôleurs aériens, commencée il y a plus de 8 semaines, une grève tournante de 2 heures tous les matins. Les partis de gauche ont donc très vivement fait savoir leur opposition, et les syndicats également, comme le rapporte maintenant Geneviève Moll. Dans l'après-midi, la CGT et la CFDT ont réussi à mobiliser quelques centaines de manifestants aux abords de l'Assemblée nationale. Une délégation de la CFDT a été reçue par le secrétaire général de l'Assemblée, en vain. Ce matin, CFDT et CGT réagissaient très rapidement aux événements de la nuit. Ce gouvernement accélère la mise en cause des libertés et des droits démocratiques depuis des mois et des mois pour empêcher le développement des luttes face à sa politique désastreuse. Nous constatons qu'il fait ça en pleine nuit, en catimini, hors de tout débat, pour porter un coup grave qui dépasse largement le service public et qui concerne l'ensemble des salariés de ce pays. Nous sommes convaincus qu'avec une bonne partie de la majorité actuelle, aucune grève n'est acceptable. Ni les tournantes, ni les perlées, ni les courtes, ni celles de longue durée, qu'il n'y a plus rien d'acceptable. Rien. Hein. Non, mais ça, je le dis, c'est ça. Justement, le risque sous-jacent, c'est bien celui-là. Car le fond du raisonnement, je dirais, épidermique, exacerbé, d'un certain nombre de parlementaires que le gouvernement a suivi. C'est la politique de la pire facilité, c'est la politique de l'affrontement, la politique du conflit face à face. Bon, c'est pas une politique responsable, c'est pas celle sur laquelle s'était engagé M. Chirac. Si M. Chirac est en train de dériver, ce qui nous semble le cas, il est temps de lui dire nettement non. Force ouvrière estime inacceptable une décision prise à la sauvette et sans concertation. CFDT, FEN et Fédération autonome de la fonction publique appellent à une grève d'1 heure lundi. La CGT demande une mobilisation plus générale sur les libertés le 18 juin. Voilà, petit problème, nous avions prévu après ces réactions syndicales un débat entre M. Hervé de Charette, qui est l'actuel ministre de la fonction publique, et puis l'un de ses prédécesseurs, M. Anicet Le Pors. Monsieur Le Pors, vous êtes avec nous, alors on va vous poser des questions. Malgré tout, alors vous étiez vous à l'origine de cette loi, oui, hein, c'est vous qui l'aviez fait voter quand vous étiez ministre. Est-ce que votre loi n'a pas conduit à des abus, parce que les contrôleurs aériens en ont largement profité de cette possibilité de ne pas être pénalisés d'une journée complète? Je regrette que M. de Charette ne soit pas là. J'ai été le ministre qui a fait beaucoup, et lui, il est le ministre qui défait beaucoup. Cette loi était juste car elle établissait un certain rapport entre les prélèvements sur les salaires des fonctionnaires et agents publics qui faisaient grève et la durée de ces grèves. C'était aussi une loi transparente en ce sens qu'elle avait recueilli tous les avis nécessaires et qu'elle avait été, c'est important de dire cela aujourd'hui, adoptée au Parlement sans aucune opposition parlementaire.
Personne n'avait voté contre. Et puis j'ajouterais que c'était une loi responsable, contrairement à ce qui se dit, parce qu'elle prévoyait un délai de 5 jours permettant, rendant obligatoire la discussion. Si il y a eu des difficultés, il y a eu des difficultés. Cela n'est pas dû au fait que la loi a été appliquée, c'est au fait qu'elle n'a pas été appliquée. C'est-à-dire que les négociations n'ont pas eu lieu en raison de la politique d'austérité du gouvernement. Monsieur Lepors, il y a la loi, puis il y a la pratique. Et à l'évidence, il semble que la loi ait été un peu détournée dans la pratique, dans la mesure où on a vu des aiguilleurs du ciel, par exemple, faire grève 2 jours, et puis parce qu'ils avaient des horaires par roulement, ne plus faire grève ensuite, donc ils n'étaient pas tellement pénalisés. Et finalement, ça pénalise beaucoup l'entreprise, les usagers, mais pas tellement les grévistes eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas revoir un petit peu la législation en matière de retenue? Non, je vous l'ai dit. Le fait de réaliser une proportionnalité des prélèvements à la durée de la grève, c'est la justice simplement. Mais il ne faut pas oublier une chose. Sauf que pendant plusieurs années, avant 1982, c'est-à-dire de tout temps, il y avait... Oui, les fonctionnaires ont combattu ce système qui était injuste et avec juste raison. C'est pourquoi j'ai, pour ma part, pris la responsabilité entière de cette loi. Vous savez, il ne faut pas se raconter d'histoire. La grève, avant d'être un droit reconnu par la loi, est un phénomène social. La grève a été exercée avant qu'elle soit inscrite dans la loi. Donc il faut essayer de régler les problèmes au fond avant de se demander qui a respecté ou pas respecté. Moi je suis pour le respect de cette loi qui est une bonne loi. Il y a eu des difficultés, on pouvait très bien les régler par la négociation. Je regrette que le gouvernement et les pouvoirs publics aient refusé cette négociation, mais je comprends qu'ils ne l'aient pas fait puisqu'ils mènent une politique insoutenable. Quand on est à la fonction publique, on a un certain privilège, on a une sécurité d'emploi. Est-ce qu'on ne doit pas... L'état normal, c'est celui qui a la sécurité d'emploi. L'état normal, c'est pas le chômeur qui est sur le pavé et qui a du mal à voir le présent et l'avenir. L'état normal, c'est celui qui a la sécurité pour lui et pour sa famille. Merci, Monsieur Lepors. Tant pis pour ce débat. Nous le referons peut-être avec Monsieur Tcharet. J'espère bien. Je crois qu'il a été retenu à l'Assemblée nationale. Oui, c'est bien. Merci de vos précisions. Conférence nationale du Parti communiste à Nanterre. Vous y étiez, je crois. Georges Marchais a souligné l'accord profond des communistes avec la candidature d'André Lajoigny au présidentiel. Un sondage Sofres Le Monde rapporte aujourd'hui que 55% des électeurs communistes sont d'accord avec le mouvement rénovateur. Et Pierre Juquin exprime, lui, son désaccord sur la candidature Lajoigny. Il conteste. La solution n'est pas dans un individu, elle est dans une autre politique. Elle est dans un projet alternatif crédible, élaboré de façon démocratique et totalement transparente avec tous les intéressés. Faute de ce projet, faute de cette politique nouvelle, la candidature qui nous est imposée ne peut qu'aboutir à la marginalisation du Parti communiste français. C'est pourquoi je ne soutiendrai pas cette candidature et j'appellerai tous les communistes, mes camarades, dans cette conférence nationale, à ne pas voter la mort du Parti communiste français. Réaction, Monsieur Lepors. La politique du Parti communiste sera celle qui sera définie lors du 26e congrès, démocratiquement, et son candidat sera celui qui sera désigné demain soir, tout aussi démocratiquement. Et vous ne craignez pas la mise à mort ou la marginalisation dont parle M. Juquin? Non, non, absolument pas. Le Parti communiste a un grand avenir devant lui. Moi, je crois au Parti communiste entre 20 et 30% dans un avenir raisonnable. Merci. Au château du Puy-du-Fou, en Vendée, l'organisateur du spectacle retraçant l'histoire vendéenne, Philippe de Villiers, actuel secrétaire d'État à la Culture, reçoit ce soir pratiquement tous les patrons des partis de droite, sauf Valéry Giscard d'Estaing. On attend donc l'image de Raymond Barre, Jacques Chirac, François Léotard et Jean-Marie Le Pen se côtoyant. Au Puy-du-Fou, pour Antenne 2, Olivier Lerner. C'est ici, dans ce vieux château vendéen, que toutes les personnalités de la majorité vont se retrouver. L'objet de cette rencontre nocturne, un spectacle monté par Philippe de Villiers il y a tout juste 10 ans dans ce coin perdu de la campagne vendéenne. Un spectacle grandiose joué par 1300 bénévoles, mais peut-être plus facile à organiser que cette rencontre entre les chefs de la majorité. Un vrai casse-tête pour le protocole. Vous n'avez pas eu trop de mal à placer justement tous ces gens connus? Non, pas du tout. Vous Monsieur savez, Chirac, Monsieur Léotard, Monsieur Barre sont ensemble. la France est un très vieux pays, très divisé, mais a cette chance qu'il faut conserver précieusement de se retrouver dans les grands moments de culture. Et je le dis en tant que secrétaire d'État à la culture, à chaque fois qu'il y a une première, que ce soit à Keene, à Georges Dandin, Jean de Florette, on se retrouve avec des gens très très différents. Ça va être la même chose ce soir et ça se passe dans un climat de retrouvailles joyeuses. J'en suis très heureux et il y aura de belles photos à faire.
Belle photo pour le dîner également, qui réunira Jacques Chirac, Raymond Barre et François Léotard. Mais Jean-Marie Le Pen ne sera pas présent dans cette salle à manger. Il dînera ailleurs, à 10 km du Puy du Fou. Ronald Reagan à Berlin, devant le mur qui sépare la ville, a lancé un appel à Mikhail Gorbatchev pour que l'on abatte ce mur de Berlin et que l'on permette la libre circulation des hommes. Des manifestations très violentes ont eu lieu avant et après la venue du président américain. À Berlin pour Antenne 2, Philippe Rochaud. Les miradors de la rivière Spree, voilà ce que Ronald Reagan a pu voir de Berlin-Est derrière une vitre à l'épreuve des balles. Pour parler des relations entre l'Est et l'Ouest, le président américain avait choisi la porte de Brandebourg, symbole de la volonté de réunification entre les deux Allemagnes, et c'est de là qu'il a appelé Mikhail Gorbatchev à venir détruire le mur de Berlin. General Secretary Gorbachev, Monsieur Gorbatchev, si vous cherchez la paix, si vous pensez au progrès de l'URSS et de l'Europe de l'Est, si vous cherchez la liberté, venez ici, Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Mr. Gorbachev, open this gate. Discours entendu de l'autre côté du mur par les Berlinois de l'Est qui s'étaient approchés, mais une visite toujours très contestée par les mouvements extrémistes de Berlin-Ouest. De nouveaux affrontements ont eu lieu avec la police pendant le discours de Ronald Reagan. 60 blessés depuis hier. Ce sont 20 000 personnes au total qui ont manifesté en 24 heures leur opposition à la présence du président américain. À l'adresse des milliers de jeunes qui ont manifesté contre sa visite et qui continuaient de le faire encore ce soir, Ronald Reagan a déclaré « Pensez-vous que vous auriez pu faire ça de l'autre côté du mur ?» On retiendra tout de même une certaine fermeté vis-à-vis de l'URSS et pourtant, on n'a jamais été aussi proche d'un sommet Reagan-Gorbatchev. Pour la troisième fois consécutive, Margaret Thatcher et le Parti conservateur ont remporté les élections britanniques. Victoire très confortable avec une large majorité absolue. Les travaillistes sont en progression et l'on constate une coupure du pays entre régions pauvres et régions riches. Analyse à Londres de nos envoyés spéciaux, Bruno Ledreff, Bruno Carrette. Pour la troisième fois aujourd'hui, la fille de l'épicier de Grantham, une petite ville du centre de l'Angleterre, a été reçue par la reine. Pour la troisième fois, Sa Majesté l'a nommée Premier ministre. Pour la troisième fois, elle l'a chargé de constituer le gouvernement britannique. Elle rayonne, elle le peut, elle a gagné et elle entre définitivement dans l'histoire où elle rejoint William Pitt et Lord Liverpool, les seuls autres premiers ministres à avoir été élus 3 fois de suite. Il manque encore quelques résultats, mais on sait que les conservateurs gardent plus de 100 sièges d'avance sur les travaillistes. Des élections historiques à plus d'un sens. 4 députés noirs travaillistes entrent au Parlement. C'est une première. Les travaillistes sont battus. Ils ont cependant repris 19 sièges aux conservateurs. Leur nouveau leader, le très charismatique Neil Kinnock, n'a pas pu mener ses troupes à la victoire, mais il apparaît comme le rassembleur d'un parti qui semblait à la dérive. Il représente l'avenir. Les grands vaincus, les voici, les membres de l'Alliance centriste. Ils perdent 5 sièges alors qu'ils espéraient jouer les arbitres dans le duel conservateur-travailliste. Margaret Thatcher vient d'inventer un nouveau signe de la victoire avec 3 doigts pour 3 victoires. Elle devrait constituer son gouvernement au cours du week-end. Et avec la constitution de ce nouveau gouvernement, Mme Thatcher devra s'attacher à réunifier peut-être ce pays qui n'a pas voté en grande majorité, notamment dans le nord du pays, pour elle. Commentaire à Londres de notre correspondant Alain Cancès. Après sa victoire aux dimensions inespérées, Mme Thatcher a donc retrouvé ses bureaux du 10 Downing Street. Et c'est maintenant pour elle l'heure du choix. Elle peut certes poursuivre et même intensifier la politique qui a été la sienne depuis 8 ans. Toujours plus de libéralisme, toujours plus de privatisation et toujours aussi peu d'argent pour les services publics et les secteurs en crise. Mais, malgré l'ampleur de sa victoire, Mme Thatcher ne peut oublier qu'hier, 55% des Britanniques environ ont voté contre elle. Des Britanniques victimes de la crise, du chômage, ou tout simplement des Britanniques laissés un peu à l'écart des bienfaits du thatcherisme. Dès hier soir, Mme Thatcher laissait entendre qu'elle pourrait désormais faire un geste, se montrer plus généreuse, tout en expliquant que cette générosité avait pour origine la politique qu'elle a menée depuis 8 ans. De fait et en réalité, Mme Thatcher ne peut oublier que la Grande-Bretagne est aujourd'hui un pays profondément divisé et que cette division peut aboutir très rapidement à une épreuve de force. D'autant que le Parti travailliste a repris de la vigueur et trouvé en Neil Kinnock un véritable leader.
Au moment de choisir sa nouvelle politique, Mme Thatcher devra sans doute se rappeler qu'il faut savoir parfois se montrer généreux dans la victoire. Jean-Paul II en Pologne a demandé aujourd'hui l'application des accords de Gdansk d'août 1980 et fait allusion à la nécessité de rétablir le syndicat Solidarité. Le pape était à Gdansk où il a rencontré le prix Nobel de la paix, Lech Walesa. Jean-Marc Ilouz. C'est à l'issue d'une messe solennelle prononcée devant 1 million de fidèles dans un quartier populaire de Gdansk que Jean-Paul II a choisi de lancer un défi mesuré aux autorités polonaises en appelant sans détour au respect des accords de Gdansk, ce qui en 80 avait vu naître le mouvement Solidarité et permis le temps d'une brève parenthèse l'existence du premier syndicat non officiel dans un pays de l'Est. Au nom de valeurs religieuses mais aussi morales et sociales, un rejet non déguisé des thèses sur l'entente nationale formulées lundi à Varsovie par le chef du régime polonais, manière pour le souverain pontife de souligner que sa visite ne saurait servir de caution au général Jaruzelski. Enfin, geste remarqué de Jean-Paul II, en présence de quelques fidèles triés sur le volet par une police omniprésente, le pape s'est recueilli devant le monument dressé à la mémoire des victimes des grandes grèves de 1970. Le ministère de l'économie vient d'annoncer que le prix de l'action de la Société Générale pour sa privatisation était fixé à 407 francs et mis en vente publique lundi. Un numéro exceptionnel du Matin aujourd'hui, 8 pages d'explications des journalistes de la rédaction du Matin en grève illimitée qui se battent pour la survie de leur journal. Ils ont reçu l'appui de l'ensemble de la classe politique, mais le seul repreneur du Matin de Paris, Giancarlo Paretti, se retire et le quotidien Le Matin pourrait être mis en liquidation judiciaire au tribunal de commerce dès lundi. Demain matin, sur Antenne 2, à 7 h, en direct de Sydney en Australie, demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, Australie-France. Le 15 tricolore n'est pas favori. Quelques réaménagements ont été faits par l'entraîneur Jacques Fourou afin de créer peut-être la bonne surprise. Reportage en Australie, Jean Mamère, Bernard Berlier. Sydney, mégalopole de 4,5 millions d'habitants, capitale de l'Australie moderne, un territoire aussi vaste qu'un continent. Un pays à l'histoire récente, mais aux traditions bien implantées, comme celle du rugby, le plus vieux sport joué dans ce pays. Un sport d'élite pratiqué par une élite, ce qui ne le rend pas, bien sûr, le plus populaire. David Campese, l'arrière, le joueur le plus connu de l'équipe d'Australie avec Farr Jones, le demi de mêlée, ne sont pas ici considérés comme des stars. L'Australie, un pays où rugby hautain et fier, mais pas encore autant que l'arrogance érigée en ligne de conduite d'Alan Jones, l'entraîneur des Wallabies. Le Wallaby, c'est le petit kangourou. C'est l'emblème adopté par les joueurs de rugby à 15, par opposition sans doute au grand kangourou qui, lui, est le symbole des joueurs de la Ligue, le rugby à 13. S'il y a une certaine opposition ici en Australie, il y a bien longtemps que sur le plan international, le complexe des quinzistes a disparu. C'est pourquoi le coq français aura bien du mal à triompher sur le terrain même des Australiens. Pour combler certaines lacunes apparues lors des quarts de finale, Jacques Fourou a appelé Didier Camberabero au poste de 3 quarts aile, c'est assez nouveau, et il lui a confié une mission très importante, celle du buteur. Je sais qu'en 83, ça a été un échec pour moi et depuis, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai changé de style pour buter. J'ai buté contre le Zimbabwe, ça s'est très bien passé. Et je pense que du moment que je suis en confiance, ça se passera bien. Lutte, un mot qui risque bien de résumer cette demi-finale France-Australie. La bataille des avants sera, à n'en pas douter, une bataille de géants, mais ce n'est sans doute pas là que se fera la différence. De toute la tournée, on n'a jamais fait des entraînements de ce niveau de sérieux, d'enthousiasme. Et ce qui fait que le match contre les Australiens, on va le jouer avec une énorme envie de vaincre. C'est cette envie-là qui fera demain se décrocher la timbale pour une place en finale. Bien, ce sera demain donc à 7 h sur Antenne 2. J'ai les pronostics du tiercé à vous proposer. Le tiercé qui se disputera demain dans le prix Pariteur sur l'hippodrome d'Evry. Pierrette Bresse vous propose de jouer dans les 16 partants, le 13 Richely, le 11 Original, le 5 Fernilo, le 2 Tépalante, le 7 Diaco, le 6 Middlewood, le 10 Charlequin et le 16 Niway.
pour le tiercé de demain. Et pour la météo, c'est à vous. Voilà. Eh bien, demain, Claude, le ciel craque en effet sur une grande partie du pays, puisque un temps chaud, très chaud et donc très orageux arrive de l'Espagne. Regardez la photo satellite prise à 14h30. Voilà. Satellite avant peut-être ? Non, mais non. Non, alors on passe directement à la carte du temps. Alors vous aurez directement l'explication. Cette zone nuageuse et orageuse, elle se situe, donc je vous le disais, au large de l'Espagne. Elle apporte un air humide et chaud qui a commencé à pénétrer sur le pays en début d'après-midi aujourd'hui. Et demain, eh bien, cette pénétration va se poursuivre pour toucher toutes les régions, depuis le bassin aquitain jusqu'au Massif central, jusqu'à la Bourgogne, jusqu'à l'est du pays et surtout le littoral méditerranéen. Donc succession de passages nuageux importants, de pluies ou bien d'averses assez fortes et puis aussi des fortes rafales de vent. Donc un temps très perturbé sur toute la partie sud du pays. À l'arrière de cette zone, un temps plus variable, succession de belles éclaircies, succession de nuages et d'averses. Et puis deux régions plutôt privilégiées, la Normandie et la Bretagne, où là le ciel sera plus dégagé, le soleil plus généreux et les averses beaucoup moins nombreuses. Il fait toujours beau en Bretagne, vous savez, c'est normal. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches au nord, un peu plus chaudes au sud demain. 14 degrés à Brest et à Cherbourg, jusqu'à 22 degrés dans l'est à Strasbourg et à Mulhouse, 18 à Paris. Et pour la partie sud, de 18 à Limoges, nous irons jusqu'à 26 degrés en Corse, à Bastia et Ajaccio. Demain, samedi 13 juin, le soleil se lèvera à 5h49, se couchera à 21h53, ça fait une petite minute de soleil en plus, et nous fêterons Antoine de Padoue. J'ai rien perdu. Tout s'arrange sur Antenne 2, puisque le débat que je vous annonçais au début de ce journal entre M. Hervé de Charette, le ministre de la fonction publique, et l'un de ses prédécesseurs, M. Anicet Le Pors, aura bien lieu. M. de Charette est arrivé, un peu retenu par l'Assemblée nationale. Donc ce débat aura lieu au cours de notre dernier journal, juste après Apostrophe, à 22h50 avec Philippe Arroir. Apostrophe au cours duquel vous aurez le plaisir d'entendre l'ancien président de TF1, M. Hervé Bourges. À demain 20h. Bonsoir. Merci.